Souvent, c'est très centré sur l'aspect séduction et drague, et ça laisse beaucoup de côté toute cette partie d'introspection, de compréhension de soi, et toute cette mécanique qui consiste à être capable de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir faire différemment dans la rencontre et dans la relation. Et aussi beaucoup AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, bonjour et bienvenue, passez une bonne journée sur Beurre FM. On va s'intéresser à vos relations amoureuses aujourd'hui avec mon invité qui s'appelle Claudia Colombani. Bonjour et bienvenue Claudia. Bonjour Philippe. Vous êtes coach en relations amoureuses et estime de soi. Vous êtes spécialisée sur les sujets de l'amour de soi et des relations amoureuses. Vous êtes la cofondatrice de l'entreprise Self Love Project que vous avez lancée sur Instagram en 2018 dans le but de proposer une autre vision que celle véhiculée depuis des années par les Love Coach. Donc on verra ce que votre vision a de nouveau. Les love coach, les coachs en séduction qui ont fleuri ces dernières années. Tout à fait. Et puis, vous accompagnez, vous, aujourd'hui, en tant que coach en relations amoureuses, des femmes célibataires à reprendre le pouvoir sur leur vie amoureuse en développant une meilleure connaissance d'elles-mêmes. 95% de femmes, plutôt. Oui, mais je commence à voir de plus en plus d'hommes, donc j'espère que ce sera exponentiel. Ouais. Pourquoi c'était un choix de n'accompagner que des femmes Non, ça s'est fait comme ça. En fait, je pense que j'étais d'abord sur Instagram, qui sur ces sujets-là, en tout cas, est un réseau assez féminin. Et puis, une chose en faisant une autre, quand on commence à avoir une clientèle dans une certaine typologie de personnes, c'est le genre de personnes qui viennent de plus en plus à nous. Mais j'espère vraiment un jour pouvoir être à 50-50 sur les hommes et les femmes accompagnés. D'accord. Le profil type de la femme que vous accompagnez En général, c'est des femmes entre 30 et 40 ans qui sont célibataires depuis 2 mois à 10 ans et qui aimeraient bien rencontrer quelqu'un, un partenaire de vie avec qui construire, ou une partenaire de vie avec qui construire une relation, mais qui ont des difficultés pour le faire. Est-ce que les femmes qui aujourd'hui font appel à un coach sont plus à l'aise financièrement que les autres ? Sûrement. Ou pas du tout ? Oui, alors c'est sûr que c'est une certaine CSP. Après, j'ai des femmes qui sont infirmières, j'ai des femmes qui sont cadres supérieurs, j'ai des femmes qui sont professeurs des écoles. Donc voilà, ça brasse quand même un peu toutes les typologies de catégories socio-professionnelles qu'on pourrait imaginer. Vous publiez « Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse » aux éditions Erol. Et vous avez longtemps cru que vous n'étiez pas faite pour l'amour. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai décortiqué beaucoup ma vision du couple, des relations, de l'amour aussi, tel que la société nous l'a transmis. Et du coup, j'ai trouvé des réponses à pas mal de ces questions. J'ai repris confiance en moi aussi. Et j'ai réalisé que finalement, ce qui me manquait, c'était pas forcément d'être mieux ou d'être moins que ce que je pensais, mais surtout d'apprendre des nouvelles compétences relationnelles et émotionnelles. Et vous dites que finalement, la rencontre amoureuse, c'est aussi acquérir des compétences relationnelles pour construire des relations de qualité. Oui. Donc c'est du boulot finalement. C'est un peu de travail sur soi. C'est pas inné. Non, je pense qu'il y a des gens qui ont la chance de grandir dans des environnements familiaux qui leur livrent ça tout de suite et qui n'ont pas l'impression d'avoir eu besoin d'apprendre ça. Et puis pour d'autres personnes, c'est pas forcément le cas, mais heureusement, on peut l'apprendre même à l'âge adulte. Mais comme tout apprentissage un peu plus tardif, forcément, ça demande un peu plus d'investissement et d'effort. Nous sommes tous conditionnés par des comportements inconscients. Tout à fait. Ouais. Alors par exemple, des exemples de comportements inconscients. Ça va être par exemple le fait de choisir que des partenaires indisponibles. Ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez les personnes que j'accompagne. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire des personnes qui sont déjà dans des relations, des personnes qui sont pas prêtes à s'investir dans une relation, qui vont souffler chaud et le froid, qui vont dire oui puis non, puis oui puis non, et qui vont pas vraiment réussir à s'engager avec nous dans la relation. Donc ça, c'est un cas, c'est 70-80% des personnes que j'accompagne qui ont cette problématique-là. Et donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que je choisis systématiquement des partenaires qui n'ont pas la capacité de s'investir émotionnellement, de s'engager dans la relation et de m'aimer vraiment, en fait. Sur la crise de l'engagement, alors on dit que c'est typiquement masculin. Qu'il y aurait une crise de l'engagement masculine. Est-ce que finalement, c'est pas déformé ? Alors moi, je croise beaucoup d'hommes, mais c'est biaisé par le métier que je fais, qui ont envie de s'engager, qui ne trouvent pas forcément un ou une partenaire pour le faire. Je pense qu'il y a vraiment un sujet effectivement autour de la question de l'engagement. Je sais qu'il y a pas mal de sociologues qui disent aussi que c'est lié à tous les changements qu'il y a eu autour du mariage, toutes ces choses-là qui n'est plus obligatoire, que les hommes du coup maintenant peuvent avoir de la sexualité sans forcément s'engager. Il y a toutes ces questions-là qui rentrent en compte aussi. Moi, je me base pas forcément sur l'aspect sociologique parce que c'est pas mon métier. D'un point de vue humain individuel, je vois quand même beaucoup de gens qui ont envie,
même des hommes qui ont ce désir de s'engager. Mais il y a des freins. Et moi, j'ai des femmes qui ont très envie de s'engager dans des relations, mais qui, des fois, quand elles se retrouvent face à un partenaire ou une partenaire qui est disponible, aimante, elles vont partir en courant. Donc, c'est pas un comportement uniquement... Elles préfèrent le partenaire indisponible. Voilà, elles préfèrent le bad boy. Pour lesquels elles sont prêtes à s'engager, mais qui n'est pas disponible. Exactement. Donc, du coup, voilà, chez les femmes, c'est peut-être plus subtil et plus caché que ce qu'on pense, mais il y a aussi cette problématique-là, de toute façon. Mais est-ce que quelqu'un qui ne choisit, ou je sais pas, ne rencontre que des personnes indisponibles, a vraiment envie de se mettre en couple ? Alors, je pense que peut-être que pour certaines, ils n'ont pas forcément ce désir. Et dans ce cas-là, c'est pas un sujet. Le couple n'est pas une obligation. C'est une aventure de vie comme une autre. Non, mais ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois, après, c'est toujours pareil. Je ne rencontre que des personnes qui ne sont pas disponibles. Et donc, je suis toute seule. Mais finalement, quand on prend que des gens indisponibles, on risque pas de se mettre en couple. En fait, je pense que pour beaucoup, c'est pas qu'une question d'envie. L'envie est là, mais entre eux et l'envie, il y a autre chose qui peut être de la peur, des croyances limitantes, un manque d'estime de soi, etc., etc. On peut choisir des personnes indisponibles aussi, parce qu'on se dit qu'on va pouvoir rendre, entre guillemets, cette personne disponible pour nous. Et donc, dans cette transformation, on y voit le reflet de l'état de notre valeur, en fait. Si j'arrive à rendre cette personne disponible, c'est que vraiment, je suis quelqu'un de spécial. Et du coup, il y a plein de choses qui peuvent se jouer à cet endroit-là. Mais ça, c'est mort. C'est pas une bonne idée. Non, je déconseille. Oui, c'est quand même mort. En général, je sais pas... Moi, j'ai vu autour de moi des personnes qui ont voulu, qui pendant des années ont cru que la personne avec qui elles étaient, mais qui était déjà engagée, quitterait sa légitime. Voilà. 10 ans après, elles y étaient encore. Bien sûr. Moi, dans la vie, j'ai tendance à penser que tout est possible. Après, c'est une question de statistique et de probabilité. Voilà. Donc, et du coup, s'il y a 1% de probabilité que ça arrive, est-ce que ça vaut le coup de continuer à perdre de l'énergie là-dedans ? Quels sont les changements sociaux qui impactent notre vie amoureuse aujourd'hui ? Du coup, il y a ce que je disais tout à l'heure sur la question du mariage qui n'est plus une obligation. Et en plus, même quand on y rentre, on peut en sortir, je mets des guillemets évidemment, facilement. Il y a ça. Le changement de statut des femmes dans la société, qui est évidemment une grande avancée, mais qui a pu bousculer la dynamique des relations, en tout cas des relations hétérosexuelles. Voilà, le fait que les gens ont le choix de choisir donc leur partenaire. Ils peuvent choisir n'importe qui. Et du coup, des fois, quand on peut choisir n'importe qui, j'allais dire on choisit n'importe quoi, mais c'était peut-être pas le... mais en tout cas, c'est pas facile, en fait. Cette liberté de choix, ça crée une espèce de paradoxe de pouvoir réussir à choisir quand on a trop de choix. Aujourd'hui, ce qu'on met en avant, c'est l'amour. Oui. Donc aujourd'hui, les gens se mettent en couple par amour, et finalement, il y a presque plus d'échecs du couple quand on se met ensemble par amour, alors qu'avant, on s'aimait moins, mais on faisait une vie ensemble. Oui, alors après, c'est compliqué parce qu'avant, les gens faisaient peut-être une vie ensemble, mais est-ce qu'il y avait des gens très épanouis ? Quelle était la part de violence conjugale potentiellement dans les relations ? Enfin, c'est compliqué, je pense, de mettre ça complètement en regard. Mais effectivement, l'amour a pris une grande place, ce qui, d'un côté, est chouette et sympathique, mais je pense que la partie un peu rationnelle dans le choix de partenaire a un peu trop, parfois, été laissée de côté au profit de l'amour, de l'émotionnel. Et on peut aimer quelqu'un très fort, mais on peut ensemble co-créer une relation qui n'est pas du tout fonctionnelle malgré l'amour qu'on a pour cette personne mutuellement. Et donc il faut arriver à essayer de combiner les deux, le rationnel et l'émotionnel. Moi, c'est ce que j'essaye de transmettre aux personnes avec qui je travaille, vraiment pouvoir combiner le rationnel et l'émotionnel à peu près au même niveau dans un choix de partenaire. Alors, quelles sont les compétences relationnelles qu'il faut acquérir pour construire des relations de qualité ? De quoi on a besoin ? Déjà une bonne connaissance de soi, je dirais, de ses modes de fonctionnement, de bien prendre du recul aussi sur le modèle familial, parental dans lequel on a grandi, pas forcément pour s'en détacher complètement, mais pour le challenger et le voir à la lumière de notre vie d'adulte, d'avoir une bonne connaissance et compréhension de ses émotions pour avoir une bonne gestion aussi de ses émotions, parce que être capable de mettre des mots dessus, ne pas se laisser complètement envahir, absorber par ses émotions au point d'avoir l'impression d'être son émotion et de tout laisser dominer par ça. Ça, c'est hyper important. Savoir communiquer, ça c'est aussi très très important, et donc bien communiquer. Je rappelle que communiquer, c'est pas juste parler, c'est dire les choses d'une façon claire, intelligible pour l'autre, écouter. La communication, c'est beaucoup d'écoute et beaucoup d'écoute active, et parfois, souvent, quand on est
très pris dans ses propres blessures, on va parler, mais on va pas entendre ce que l'autre va nous dire. Donc il faut aussi apprendre à laisser la place à l'autre, accepter l'altérité aussi, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses où souvent je vois avec les personnes que j'accompagne qui vont chercher sans s'en rendre compte chez l'autre un reflet d'elle-même ou d'eux-mêmes, alors qu'ils ont passé beaucoup de temps à me dire et à m'expliquer pourquoi eux-mêmes n'étaient pas aimables. Le paradoxe est toujours intéressant. Mais voilà, du coup, aussi accepter que l'autre il sera différent et que même si, je mets des guillemets, il coche ou elle coche toutes les cases, il y aura toujours un truc qu'on n'avait pas prévu. Et heureusement, c'est ça la beauté aussi de la vie, c'est cette partie d'incertitude, quoi. D'autres compétences à acquérir? Travailler sa résilience aussi émotionnelle, accepter... Alors, c'est quoi la résilience émotionnelle? Alors, c'est une capacité à revenir à un état, moi comme je l'ai défini, à un espèce d'état d'équilibre émotionnel. C'est-à-dire que dans la vie, il y aura toujours des moments où ça va super, il y aura toujours des moments où ça va pas du tout. Et en fait, la résilience, pour moi, c'est cette capacité à avoir le pendule qui revient un peu dans cette zone d'équilibre, qui est une zone d'apaisement, de sérénité. Voilà. Et c'est plus cette zone d'apaisement et de sérénité pour moi qu'il faut chercher qu'un état de bonheur permanent qui est complètement illusoire et inaccessible de toute façon. Et fatigant. C'est pas le fait d'avoir digéré ses précédentes histoires d'amour. Alors ça, c'est autre chose, mais ça fait partie d'un cheminement en fait vers la résilience émotionnelle. On va dire que la résilience, c'est un peu l'objectif, entre guillemets, et décortiquer, analyser ces précédentes histoires d'amour, ça permet de mieux se comprendre soi, comprendre l'autre, comprendre les erreurs peut-être qu'on a pu faire, se pardonner certaines choses, lâcher prise aussi, parce que la question du contrôle de soi, de ses comportements et de ce qu'on voudrait que l'autre soit, elle est hyper centrale aussi dans la relation amoureuse. Et de la rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, les gens voudraient pouvoir contrôler la rencontre. Et pourquoi ça, c'est pas possible ? Parce que, alors je crois que c'est Charles Pépin qui dit ça, que la rencontre, c'est quelque chose qui est toujours un peu imprévisible et transformatif, en fait. Et il n'y a rencontre que si l'autre nous a un peu transformés. Mais du coup, pour accepter d'être transformé, il faut accepter d'être un peu flexible et fluide dans ce mouvement de rencontre. Alors que si on est complètement rigide en voulant faire rentrer l'autre dans une petite boîte, en fait, il n'y a pas de transformation et donc il n'y a pas de rencontre selon sa définition. Dans une boîte ou dans des cases? Oui, dans une boîte, une case, effectivement, dans quelque chose de très figé, de très rigide, qui en fait est le reflet des peurs qu'on peut avoir et des incertitudes qu'on peut avoir. Vous écrivez que les interactions entre les hommes et les femmes ne sont plus codifiées socialement. Alors, c'est Eva Illouz qui dit ça dans, je ne sais plus lequel de ses livres, j'ai oublié la ref, mais en gros, elle explique qu'avant, alors il y a 200 ans en arrière, quand un homme faisait la cour à une femme, c'était quelque chose qui était très codifié socialement, c'est-à-dire qu'ils se rencontraient dans un bal, par exemple, et puis, je sais pas, il écrivait son nom dans son petit carnet de bal, et puis après, il était entendu que la fois d'après, il se reverrait autour d'un thé avec les parents, et puis la fois d'après, ils iraient faire une balade, donc toutes les étapes étaient très codifiées, et du coup, quand les hommes s'engageaient dans ce processus-là, en général, ils savaient, entre guillemets, où ils allaient et il y avait une finalité qui était décidée aussi socialement. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on est libre et il n'y a plus toutes ces choses-là. Et donc, du coup, il faut un peu se débrouiller tout seul, on va dire. Oui, mais ça devient compliqué de vouloir rencontrer quelqu'un. Je veux dire, in real life, dans la vraie vie. Oui, je pense qu'en plus, là, avec les 3-4 dernières années qu'on vient de vivre avec le Covid, ça n'a pas aidé, on s'est tous un peu rétractés sur soi. Mais même draguer, ça devient compliqué. Ouais. Alors moi, c'est vrai que le côté séduction, drague, c'est beaucoup moins mon champ d'expertise. D'accord, mais dans la vraie vie, il faut quand même se rencontrer. Oui, je suis d'accord. Après, aller voir les gens avec de l'intérêt, peut-être moins sous l'angle de la drague et de la chasse, mais y aller avec... Vous remplacez par quoi, vous, alors ? Je sais pas, juste s'intéresser à l'autre, tout simplement, sans forcément avoir d'objectif précis, juste le rencontrer, voilà. Mais une rencontre qui peut donner quelque chose de romantique, de sexuel ou d'amical, on ne sait pas, ou de furtif et d'éphémère. C'est pas de la drague. On parle de la rencontre amoureuse et je reçois Claudia Colombani qui publie Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse chez Erol. Pour tout savoir, voilà. Alors, en quoi vous êtes différente des autres coachs, dites-moi? Alors, en tout cas, de ceux que moi je dénonce un petit peu dans le livre. Des love coachs que vous dénoncez. En tout cas, de leurs idées, pas eux en tant qu'individus. Mais souvent, c'est très centré sur l'aspect séduction et drague. Et ça laisse pour moi beaucoup de côté toute cette partie d'introspection, de compréhension de soi et toute cette mécanique qui consiste à être capable de comprendre comment on fonctionne et pour pouvoir faire différemment dans la rencontre et dans la relation. Parce que draguer, ok, mais une fois que j'ai rencontré la personne, c'est le début, c'est 20% du travail, entre guillemets. La relation, elle se construit après. Et si j'ai pas les outils et le recul sur moi pour faire les choses correctement, voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est le côté un peu de surface, superficiel. Et aussi beaucoup, chez encore
pour de nombreux d'entre eux, c'est vraiment cette espèce de... Enfin, c'est très cliché encore entre les hommes et les femmes, avec beaucoup de psychologie masculine, psychologie féminine. Donc vous dites que ça n'existe pas. Moi, Vous dites qu'il n'y a pas de psychologie masculine et puis il n'y a pas de psychologie féminine. Oui, pour moi, c'est pas quelque chose. Oui, bien sûr, oui. Pour moi, c'est pas quelque chose, en tout cas. Et si ça existe, c'est quelque chose de minime, parce que moi, je vois bien les hommes que j'accompagne, même si c'est pas la majorité de ceux que j'accompagne, ils sont finalement, les problématiques de fond sont souvent les mêmes. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent de la même façon. Oui, les problèmes. En fait, on est des êtres humains, on a grandi dans des mécanismes qui sont assez similaires. Les problèmes de fond, c'est l'estime de soi, c'est la question des peurs, c'est la question du lâcher prise dont je vous parlais. Après, il peut y avoir des spécificités individuelles ou des spécificités liées au genre, parce que on est éduqué d'une certaine manière et on attend de nous certaines choses dans la société en fonction du genre qu'on a. Mais je pense pas que ce soit aussi profond que eux le mettent en avant, en disant voilà ce que les femmes doivent faire, un silence radio pour séduire les hommes, pour pas que souffler, échouer le froid, jouer au chat à la souris, fuis-moi je te suis, etc. Toutes ces idées. Ça c'est les vieilles stratégies. Vous parlez vite, parce Pardon. que mais non, ça c'est toutes les stratégies qui sont conseillées par les love coach. Oui, c'est toutes les stratégies qui sont conseillées et que moi mais je fuis-moi je te suis, ça marche. Non non, parce que c'est l'histoire des gens indisponibles dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'effectivement ça fonctionne, mais quand est-ce qu'on se suit tous les deux? C'est ça la vraie question. S'il y en a toujours un qui est en train de fuir, il y a un moment donné où ça va pas marcher. À qui incombe la responsabilité du bon partenaire aujourd'hui? C'est qui doit choisir le bon partenaire? Chaque personne, chacun choisit, non, dans la relation. Mm-hmm. C'est-à-dire les hommes comme les femmes peuvent choisir un ou une partenaire qui leur correspond en fonction de leurs désirs à l'instant T et de leur désir de vie dans les 10 prochaines années, on va dire. Je sais pas si c'était ça la question. Non. En tout cas, c'était ça votre réponse. C'était ça ma réponse. Quel regard vous portez sur les applications de rencontres? Alors, il y a beaucoup de défauts sur les applications de rencontres. On va commencer par là, parce qu'évidemment, je sais qu'elles sont très critiquées. Mais moi, ce que je veux, c'est votre avis. Oui, je sais. Parce que vous êtes mitigé sur les applications. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme toute chose dans la vie. C'est-à-dire que les inconvénients, c'est effectivement que ça mise beaucoup sur le physique, qu'on n'a pas la personne en face, donc on peut se laisser piéger juste par un profil qui est mal fait ou ce genre de choses. L'avantage, c'est que si, dans son quotidien, on a du mal à rencontrer des nouvelles personnes, eh bien, ça permet d'élargir son cercle social de façon un petit peu plus efficace que ce qu'on aurait au quotidien. Donc, je pense que utiliser d'une façon qui n'est pas chronophage, qui n'est pas trop énergivore pour soi, ça peut être un outil supplémentaire pour rencontrer des bonnes personnes. C'est pas le seul. On peut tous les cumuler et voir un peu ce qui se passe. Quels sont les autres outils donc qu'on peut utiliser? Après, moi, j'ai rien inventé. Après, ça va être la vraie vie. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder en tête l'idée d'élargir son cercle social. C'est-à-dire pas forcément rencontrer un homme ou une femme célibataire, rencontrer des nouvelles personnes qui auront eux-mêmes des amis, des connaissances. Et voilà, on élargit. Donc après, c'est faire des activités qui nous plaisent déjà. Parce qu'à minima, si on n'a pas rencontré quelqu'un, au moins, on a fait quelque chose d'intéressant, on a appris des choses. Maintenant, il y a des soirées, alors, surtout dans les grandes villes, à Paris, tout ça. Je sais qu'il y a des dîners de célibataires qui sont organisés, des soirées comme ça. Pourquoi pas? On ne sait jamais, il suffit d'une fois. Voilà, ou toutes les choses assez classiques, du bénévolat, des choses qui se réitèrent dans le temps et qui permettent de laisser le temps de rencontrer les gens. Et après, il y a toujours la classique, c'est le travail. Je crois que c'est 60% la statistique. J'ai regardé les statistiques, les gens se rencontrent le plus sur leur lieu de travail ou dans les études. Évidemment, c'est là où on passe le plus de temps, donc c'est normal en même temps. Donc ça montre bien que quand on passe du temps quelque part, potentiellement, on augmente les chances de rencontre. Les applications de rencontre ont renforcé ce qu'on appelle la phobo. Oui, la phobo. C'est le paradoxe du choix dont je parlais tout à l'heure, c'est la fear of better option. Donc le fait de se dire... Fear of better option. C'est ça, c'est le fait de se dire qu'on peut toujours trouver mieux. Et ça, moi, je le vois chez certaines des femmes que j'accompagne. Effectivement, elles me disent « Oui, lui, il est chouette, c'est cool, on a une belle relation, mais ça se trouve, il y a quelqu'un de mieux, où je peux avoir plus. » Et donc, on est toujours dans cette espèce d'idée de maximisation. Il y a un truc un peu capitaliste dans l'idée toujours mieux, toujours plus. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à arrêter son choix, en fait, finalement. Voilà, on a du mal à se dire « Je vais choisir cette personne en investissant la relation et en faisant quelque chose de chouette. » On se dit qu'on peut toujours trouver quelqu'un de mieux. Et là, comment vous intervenez dans ces cas-là, vous ?
Moi, je les fais travailler sur ce qui est réellement important pour elles ou pour eux dans la relation. Qu'est-ce qu'ils vont rechercher à la fois donc, d'un point de vue rationnel en termes de projet de vie, mais aussi d'un point de vue émotionnel par rapport à leurs besoins émotionnels. Et puis se dire que, à un moment donné, on choisit une personne parce qu'elle semble correspondre, être en phase avec ça, avec nous, mais qu'aussi la relation, c'est quelque chose qui va se construire dans le temps et que du coup, c'est comme une maison, quoi. On rajoute des étages au fur et à mesure et on refait la déco. Donc, c'est ça qui est sympa. Alors, ce que vous expliquez, c'est que beaucoup de vos coachés ont peur de se tromper. C'est-à-dire, quelle serait l'erreur de choix et pourquoi c'est si important d'avoir peur de se tromper ? Je pense que leur grosse peur, c'est vraiment de se dire, je vais rencontrer quelqu'un, on va faire des enfants par exemple, et quand les enfants auront 1 an, 2 ans, 3 ans, on va se séparer. Voilà. Elles ont peur de se tromper là-dessus, souvent. Il y a aussi la peur de se dire, j'ai choisi cette personne quand elles sont un peu plus jeunes, et en fait, ça se trouve, dans 3-4 ans, il ne voudra pas faire d'enfants. Et donc là, j'aurais perdu 3-4 ans de ma vie, parce que c'était quelque chose qui était important pour elle. Donc voilà, c'est la peur de se tromper, en fait, c'est finalement la peur qu'à un moment donné, ça s'arrête, et de se dire qu'on a investi son temps au mauvais endroit. Et donc finalement là-dessus, comment on travaille là-dessus ? On travaille. Il n'y a jamais d'obligation de résultat. Non. C'est ça. Complètement. Moi justement, j'essaye de les assouplir justement sur cette rigidité qu'elles peuvent avoir avec ce manque de lâcher prise et ces peurs, et leur dire que déjà l'incertitude fait partie inhérente de la vie amoureuse et que même quelqu'un qu'on est persuadé d'aimer à l'instant T, on ne peut pas savoir si on l'aimera toujours 20 ans après. Donc déjà de poser des bonnes bases saines pour que la relation elle soit sympathique, appréciable pour tout le monde, avoir les outils pour faire durer cette dynamique relationnelle sympa le plus longtemps possible. Et en fait, vraiment, moi j'appelle ça apprécier le voyage. Donc en fait, c'est se dire, on ne sait pas le voyage, combien de temps il va durer, mais au moins, on va choisir des voyages qui sont plaisants à l'instant T, parce que souvent, elles sont en plus dans des voyages pas plaisants, où il y a 80% de souffrance et 20% de plaisir. Donc on essaye d'inverser et mettre 80% de plaisir et 20% de... c'est pas de souffrance, mais d'emmerdement, de problèmes, parce que c'est la vie, et c'est la vie de couple aussi, des fois, c'est pas toujours rose. Mais voilà, d'inverser ce ratio-là, et de se dire, tant que ça va, restons là, et on verra, quoi. Alors, on pourrait se tromper, mais il y a aussi le risque que ça fonctionne. C'est ça, des fois, c'est souvent ce dont elles ont le plus peur. Il y a le risque que ça marche. C'est ça. Mais ça, au fond, quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est souvent de ça dont elles ont le plus peur, c'est que ça fonctionne. C'est pour ça que, pour beaucoup, quand il y a quelqu'un de disponible qui arrive, elles partent en courant. C'est assez paradoxal. C'est intéressant. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Parce que je pense que, en tout cas, les personnes que j'accompagne, moi, c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup pour qui c'est difficile de se laisser aimer, d'être réellement vu dans leur vulnérabilité par quelqu'un, d'être dans une certaine intimité émotionnelle. Et donc, fonctionner, ça veut dire aller vers ces choses-là. Et du coup, ça peut être très, très anxiogène pour elles, pour différentes raisons, liées à leur personnalité, à leur histoire de vie. Et donc, elles vont un peu fuir ça, parce que, aussi, comme je leur dis souvent, quand on cherche, on ne peut que trouver. Et quand on a trouvé, on ne peut que perdre. Donc du coup, des fois, il y a quelque chose de confortable dans la recherche, parce qu'au moins on se dit que ça ne peut que s'améliorer. Oui, c'est-à-dire que si on cherche, on finit par trouver. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Ouais. Mais il y a ce risque. Et puis, il y a l'autre risque qui les tétanise, c'est le fait de rester seul. Oui, bien sûr. Qui est quand même très présent. C'est-à-dire que finalement, on ne rencontre pas la bonne personne, mais on a peur de rester seul. Oui, et en même temps, paradoxalement, elles ont peur de s'engager dans la relation et en même temps, elles ont peur de rester seules. Mais il y a plein de paradoxes dans tous les sens. C'est ça qui est intéressant. Et moi, comme je dis souvent, là où il y a paradoxe, en général, il y a quelque chose à aller creuser et à aller regarder. Mais après, cette peur de rester seule, elle est pour plein de raisons. Déjà, socialement, malgré tout, le célibat, même si c'est plus facile qu'avant, c'est encore quelque chose qui est un petit peu montré du doigt, surtout quand on est une femme, passé un certain âge. Et en plus, s'il n'y a pas d'enfant, ça fait beaucoup de choses, clairement. Parce qu'en plus, la société, elle est construite, on est moins en communauté en général, alors peut-être moins dans les plus petites villes et tout, mais en tout cas dans les grandes villes, chacun un peu chez soi, donc en fait, c'est pas de rester seul, je pense que c'est une forme d'isolement qu'on peut craindre et qu'on peut projeter en se disant, si j'ai rencontré personne à 80 ans, je vais être chez moi, seule, il y a personne qui va venir me tenir compagnie, quoi. Donc c'est cette solitude-là qui fait peur. Même si c'est quand même un peu plus facile à assumer.
Bien sûr, heureusement. C'est plus facile à assumer, mais je pense que ça dépend vraiment des milieux, pour le coup. Parce que moi, je vois, j'ai des femmes que j'accompagne qui viennent de milieux plus traditionnels, avec des parents qui vont être beaucoup en attente encore sur ces sujets-là et qui vont mettre beaucoup la pression. Mais là, c'est le choix des parents. C'est les parents qui veulent. Ah oui, bah, c'est les parents qui veulent. Ah bah, elles veulent aussi, mais... Non, mais pour moi, c'est une vraie question. C'est de savoir que quelqu'un qui, de toute façon, ne tombe jamais sur la bonne personne, est-ce qu'elle veut vraiment se mettre en couple ? Ah non, mais je suis d'accord, c'est une vraie question. Hein. Pour moi, c'est une vraie question. Vous voyez, c'est que... Bien sûr. Mais c'est une question à se poser, à aller regarder, à aller décortiquer, effectivement. Est-ce que j'essaye d'incarner le désir de mes parents, de mes grands-parents, de la société ? De répondre à une injonction, voilà. Ouais. Comme je disais, il n'y a aucune obligation d'être en relation. Alors, il y a ceux qui, finalement, investissent des relations qui sont clairement dysfonctionnelles et qui restent dans ces relations. Pourquoi ? Souvent, alors pas tout le monde, hein, mais alors, les relations dysfonctionnelles avec violence, manipulation, etc. Bon, déjà parce qu'il y a toute une mécanique de soumission et bien souvent, quand on finit par s'en rendre compte, c'est déjà trop tard, on est pris dedans et c'est très compliqué. Pour beaucoup, ça va être des personnes qui ont grandi dans des environnements familiales qui étaient dysfonctionnels. Et donc, en fait, pour eux, ils ont appris que l'amour, c'était ça. Et comme je dis souvent, en amour, on va vers ce qui est familier avant d'aller vers ce qui nous fait du bien. Et donc, si ce qui nous est familier, c'est de la dysfonction, c'est de la violence, ça peut être compliqué de se projeter dans une dynamique relationnelle fonctionnelle. Donc, et du coup, ça demande beaucoup de travail. C'est politiquement incorrect. Non, mais c'est un peu politiquement incorrect de le dire. Ouais, je sais pas. Après, c'est pas de leur faute. Dans l'explication, oui, c'est un peu... Ouais. Après, elles y sont pour rien. Hein. C'est pas de leur faute, si, en fait, parce qu'elles ont hérité de ces traumatismes. Elles n'ont pas choisi de grandir là où elles ont grandi, ou ils n'ont pas choisi de grandir où ils ont grandi. Donc, c'est pas de leur faute s'ils sont comme ça. Ils se rendent pas compte, en fait. Mais c'est sûr que c'est pas facile de voir sa part de responsabilité. Quand je dis responsabilité, c'est pas de sa faute, hein. Juste la part de ce qu'on peut faire changer. En fait, c'est ça la part de responsabilité. C'est la part de ce qu'on peut faire changer, la part de ce sur quoi on a une action possible. Avec Claudia Colombani, qui est notre invitée aujourd'hui. On parle de la rencontre amoureuse et puis il y a beaucoup d'idées préconçues et de stéréotypes, qui infusent sur les hommes et les femmes dans le contexte des relations amoureuses. Alors par exemple, les femmes sont plus émotives que les hommes. Vrai ou faux ? Eh bien, je pense que c'est faux. Je pense que les hommes ont la même capacité de ressentir leurs émotions d'un point de vue physiologique, mais que, effectivement, pour beaucoup d'entre eux, ils sont éduqués dans un environnement où on les pousse pas vers ça. C'est-à-dire qu'on dit souvent aux petits garçons, arrête de pleurer, voilà, t'es pas une mauviette, les petits garçons ça pleure pas, etc. On leur apprend pas à mettre des mots là-dessus, on leur apprend même à les repousser très fort parce que quand on est un vrai homme, on n'a pas d'émotion, soi-disant. Les hommes doivent être actifs dans la conquête et la séduction des partenaires. Alors ça, je ne dis pas que c'est une fausse idée, juste pourquoi pas, mais c'est pas une obligation absolue. Et ça peut être des deux côtés. Après, ça plaît ou ça plaît pas, et ça, c'est chacun qui se rend compte comme il veut. Alors, il y a un chapitre passionnant dans votre livre, c'est sur l'idéalisation de l'amour. Et il y aurait un amour romantique idéal. Oui, alors ça c'est quelque chose qui a été beaucoup poussé par la pop culture. Alors c'est pas nouveau, parce que le romantisme ça fait plus de 200 ans que ça a été inventé entre guillemets comme concept, mais c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place là dans la culture populaire depuis les 50-60 dernières années. Et en tout cas, moi je vois les gens de ma génération 25-45 ans, on va compter large, qui ont grandi avec les séries américaines, avec les comédies romantiques, avec toutes ces choses-là, même dans les chansons, tout ça, avec un idéal de l'amour, avec toujours un petit peu la même idée de la relation qui est difficile, ils n'arrivent pas à se rencontrer, il y a des difficultés, et puis finalement il y a l'un ou l'autre, souvent la femme qui fait changer l'homme pour le transformer, c'est la Belle et la Bête finalement, le transformer, qui devient capable d'amour, et du coup il l'a choisi, et en général ça s'arrête là. Donc c'est ça, ou alors quand ils se retrouvent, il y en a un des deux qui meurt aussi, ça peut être un grand classique, à la Titanic ou Roméo et Juliette. Oui, mais il y a une idéalisation de la vie amoureuse en fait. Bien sûr, en fait c'est-à-dire que dans tous ces supports finalement, la vie relationnelle est très peu décryptée. Ce qu'on décrypte c'est le avant, c'est la rencontre qui va être tumultueuse, qui va être compliquée, et quand elle se finalise entre guillemets, en fait la suite c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et ça n'existe pas. On le voit jamais dépeint, ou alors quand on le voit dépeint dans les films, souvent c'est le moment où ils ont 40-50 ans, ils sont en train de se séparer, ça se passe pas bien, donc il y a assez peu de... Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'une relation qui se passe bien, je sais pas s'il y aurait beaucoup de films à faire sur le sujet, peut-être que ce serait un peu ennuyeux, parce que c'est assez tranquille, c'est pas ennuyeux à vivre, mais des fois c'est peut-être ennuyeux à regarder. Mais cet état amoureux, comment est-ce qu'on peut le définir, et quelle est la durée de cet état amoureux ?
Alors, les spécialistes décrivent l'état amoureux. Enfin, l'état amoureux dure entre 2 mois et 2-3 ans en moyenne. Ça dépend des personnes, des relations. Et l'état amoureux, il y a vraiment cette idéalisation de l'autre, beaucoup de projections. On va avoir les fameux papillons dans le ventre potentiellement. Enfin, voilà, c'est tout l'état très passionnel en fait, où en fait l'autre est pas tellement vu pour ce qu'il est, mais pour ce qu'on voudrait qu'il soit ou pour ce qu'on pense qu'il est ou qu'elle est. Et du coup, la vraie question, c'est est-ce que cet état amoureux va réussir à se transformer en amour derrière ? L'erreur serait de confondre l'état amoureux et l'amour. C'est ça. C'est-à-dire que l'état amoureux, il y a vraiment quelque chose de subi d'une certaine manière, dans le sens où on peut tomber amoureux de quelqu'un en croisant son regard dans le métro, en fait, alors qu'on lui a jamais parlé et qu'on sait même pas si cette personne elle a des choses intéressantes à nous dire. Mais il y a un truc qui se passe comme ça. Mais ça veut pas dire que derrière ça peut se transformer en amour conscient, parce qu'en fait le fait d'aimer vraiment concrètement quelqu'un, il y a une notion de choix, et c'est-à-dire c'est lui dire je te choisis. Aujourd'hui encore, même si des fois tu me casses un peu la tête et que je suis pas toujours d'accord avec toi et que voilà, et que bidule et que chouette, mais je te choisis parce que on est bien ensemble, parce que si, parce que ça. Il y a un engagement en fait. Dans l'amour actif et conscient, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement répété. Alors que l'état amoureux, il y a quelque chose de facile et de passif, et on attend, on est là. Il y a des gens qui sont drogués à l'état amoureux. Ah mais complètement. De toute façon, d'un point de vue neurobiologique, ça balance plein d'hormones dans le cerveau. C'est le feu d'artifice. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, c'est pour ça, sautent de relation en relation. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 mois, quand l'état commence à redescendre potentiellement, des fois, comme c'est un peu rapide, ils vont aller chercher une autre relation pour revivre ça, en fait. Ils sont shootés. Donc finalement, il y a toujours une insatisfaction, parce que finalement, passer à l'étape d'après, ils s'ennuient. C'est ça. Alors, c'est pas tout le monde, mais pour certaines personnes, effectivement, il y a ce sujet-là. Et du coup, il y a un peu une espèce de rééducation. Enfin, pour ceux qui en ont le désir et qui en souffrent, parce qu'après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais pour ceux qui voudraient changer ça, il y a une espèce de rééducation un peu émotionnelle, en termes de ressenti, à faire pour pouvoir accéder à autre chose. Moi, la métaphore que j'utilise souvent, c'est que quand on a vécu ça pendant longtemps, cet état fusionnel, passionnel, c'est un peu comme si on avait mangé des piments toute sa vie et que d'un coup, on voulait manger des sushis. Et du coup, on se dit, putain, le sushi, c'est un goût de carton, quoi. C'est quoi cette histoire que tu me vends ? Et du coup, il faut du temps pour se dire, ça peut avoir un petit goût, c'est subtil, il y a des petites choses qui se passent. Il y a une rééducation, en fait, exactement, finalement. Il faut se rééduquer. Vous consacrez un chapitre aux perfectionnistes. Oui. Alors, quelle est on va dire la thématique centrale des perfectionnistes ? Eh bien, on penserait que les perfectionnistes, c'est ceux qui se challengent beaucoup et sont les meilleurs ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est les gens qui souvent vont porter un masque pour essayer de montrer aux autres la version d'eux qui sera la plus adaptée, la plus désirable, la plus désirée. Et donc, ils veulent toujours être parfaite, dire la bonne chose, proposer la bonne solution. Enfin voilà, et du coup, c'est épuisant parce que personne n'est parfait. Et sauf que ceux qui ont du mal à se détacher de ça, eh bien, ils sont perpétuellement dans cette tentative de perfection. Et dans les relations, c'est très compliqué parce que ce masque crée une forme de distance avec l'autre. Au début, parfait, ça peut être sympa, mais avec le temps, l'autre peut se sentir inférieur, peut manquer de points d'accroche. Mais c'est compliqué à tenir au quotidien. C'est la durée, en fait. Bien sûr, mais de toute façon, les plus grands perfectionnistes, je pense qu'il y en a beaucoup qui finissent en burn-out, même au travail ou ce genre de choses, parce que c'est épuisant. C'est épuisant. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui ont peur de souffrir en amour ? Eh bien, je rappellerai déjà que c'est pas quelque chose qu'on peut forcément éviter. En fait, c'est un prix potentiel à payer, entre guillemets. Faire le choix d'aimer et de s'engager dans une relation, c'est prendre le risque de peut-être souffrir quand celle-ci se terminera, pour X ou Y raison. Et que moi, comme je dis souvent, c'est que, alors je sais plus de qui est cette citation, mais souvent en s'empêchant de souffrir, on s'empêche de vivre. C'est valable dans plein de domaines, finalement. Et donc l'idée, c'est encore une fois, d'accepter. C'est là la résilience, de se dire, cette souffrance peut arriver, mais comment est-ce que je serai capable d'y faire face quand elle arrivera ? Et ensuite, une fois qu'on a ce truc très philosophique là qu'on a un petit peu intégré, la deuxième partie, c'est peut-être de faire ce travail sur soi pour essayer de quand même choisir des relations qui ne soient pas souffrantes. C'est-à-dire qu'on peut souffrir parce qu'il y a une rupture, etc. Mais choisir un ou une partenaire qui nous permettent de créer un espace où on ne va pas être en souffrance, on ne va pas être maltraité, on ne va pas être mal, pour quand même limiter les choses et encore une fois, vivre un voyage qui soit plaisant quand on est en train de le vivre. Alors, il y a une question qui est très à la mode aujourd'hui, celle du lâcher-prise, qu'on met un peu à toutes les sauces. Et vous dites que la question du lâcher-prise, ou plutôt de l'absence de lâcher-prise, est un point qui est central dans la rencontre et sur lequel vous avez le plus de mal à travailler. Pourquoi ? Parce que c'est un truc qui est très profond et très lié aux peurs. En général,
on a du mal à lâcher prise, on essaye de contrôler ce qui est à l'extérieur de nous parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver si on ne contrôlait pas tout ça. En fait, pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment accepter de se concentrer sur ce qui est dans notre zone de responsabilité et de pouvoir. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles je peux avoir une action directe. Et puis après, il y a tout le reste. Et les 3/4 du temps, ce qu'on fait toutes et tous, et moi aussi ça m'arrive, c'est qu'on passe beaucoup de temps à essayer de contrôler ce qui est en dehors de notre zone de responsabilité et de pouvoir, et pas assez sur ce qui nous appartient. Et donc en fait, c'est pareil, c'est épuisant, c'est angoissant, parce qu'on est là, on attend des résultats, on n'en a pas. Donc voilà, il faut vraiment se reconcentrer sur soi et sur ce qu'on peut faire, et le reste, il faut lâcher, il faut accepter qu'on n'a pas la main dessus, quoi. Et ça, c'est difficile à lâcher parce que c'est vraiment lié à de l'angoisse, potentiellement à des peurs qui peuvent être très présentes. On n'a pas le pouvoir de changer les autres. Exactement. Ça, c'est mort. Ah, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut leur faire des retours s'ils en ont le désir, on peut les accompagner, on peut leur tenir la main, et vice-versa, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ça la beauté des relations, aussi, humaines et amoureuses aussi en particulier. C'est qu'avec des bonnes personnes, on peut continuer de guérir des blessures, on peut gagner en estime de soi, en sécurité, etc. Mais l'autre ne peut pas faire le travail à notre place, et on ne peut pas faire le travail à la place de l'autre. Et une fois qu'on a accepté ça, déjà, on gagne vachement de temps. Il peut aider à nous renarcissiser. Totalement. Il peut aider, voilà, il peut encourager, il peut guider, mais il y a le travail de fond, en fait, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Il y a une autre question qui est centrale dans la rencontre amoureuse, c'est la question des limites. D'abord, c'est quoi une limite ? Alors, une limite, c'est une barrière, on va dire, une frontière qui existe entre moi et l'autre. En fait, c'est ce qui va déterminer mon être. Donc, c'est les choses au-delà desquelles je ne vais pas accepter que l'autre aille. Donc, par exemple, j'en sais rien, moi, si vous me mettez à me hurler dessus, je vais te poser ma limite en vous disant, Philippe, par contre, c'est pas acceptable. Moi, j'ai pas envie qu'on se communique comme ça et qu'on se parle comme ça. Alors là, moi, je me suis dit, alors si ça commence comme ça, c'est mal barré. Mais voilà, du coup, c'est quelque chose que je vais exprimer à l'autre pour lui dire. Donc, il faut les poser clairement et verbalement. Ah, il faut les poser clairement et verbalement. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à faire parce qu'on leur a pas appris. Là, typiquement, on est sur de la compétence relationnelle. On leur a pas appris, ou quand elles ont essayé de le faire en étant jeunes, on ne les a pas écoutées, on ne les a pas pris en compte, etc. etc. Et ça, voilà, en accompagnant beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal avec ça. Et du coup, ça les entraîne malheureusement souvent dans des espaces relationnels où elles acceptent des choses qui ne sont pas acceptables. Oui, parce qu'elles n'ont pas posé les limites au départ. Parce qu'elles n'osent pas le faire, oui. Pourquoi n'y a-t-il pas d'échec en amour ? Parce que moi, je pense qu'il n'y a que des expériences et que chaque relation peut nous apprendre quelque chose sur nous. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les expériences sont bonnes à vivre. On est d'accord que des relations ultra toxiques, très violentes, on souhaite ça à personne. Et pour celles et ceux qui sont dedans, on leur souhaite d'en sortir. Mais malgré tout, on peut y trouver, en prenant un petit peu de recul, en regardant ce qui s'est passé, en essayant de comprendre certaines choses, on peut y trouver de la matière pour faire différemment dans le futur. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échec. Et voilà, de toute façon, chaque histoire... Ça sert à rien de se bloquer dessus en se disant de toute façon, c'est un échec. Autant se dire, c'était une expérience. Qu'est-ce que ça m'a appris ? Qu'est-ce que je laisse ? Qu'est-ce que je garde ? Et puis après, on passe à la suivante. Comment est-ce qu'on prend conscience de ces schémas répétitifs ? Parce que beaucoup ont l'impression de revivre toujours la même histoire. Eh bien, ça, c'est un exercice de fond que je fais faire en coaching. Elles écrivent, il y a plein de questions, elles ont 3 pages de questions sur chacune de leurs relations. Et donc on va tout poser comme ça, en colonne, les unes après les autres, et on va essayer de trouver les points communs. Est-ce qu'il y a une espèce de fil rouge ? Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent, soit dans la façon dont elles ont choisi le partenaire, soit dans leur comportement à elles, soit dans le comportement de l'autre, pour essayer de mettre en lumière certaines choses. Et donc souvent, ça, on va se rendre compte, par exemple, qu'elles n'ont jamais posé leurs limites, ou qu'elles ont toujours choisi des partenaires indisponibles, ou ce genre de choses. Voilà. Donc en mettant tout à plat, en posant tout sur le papier, et ça permet de prendre du recul. Voilà, et de prendre conscience de ces schémas répétitifs. C'est ça. La suite est dans votre livre, ça s'appelle « Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse » chez Erol. Claudia Colombani, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Voilà, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, merci de vous avoir prêté vos oreilles, et très belle journée santé sur Beurre FM.